Bienvenue sur ce podcast interview qui traite de deux grandes thématiques, le business à l'international et aussi la parentalité en tant que chef d'entreprise. Je suis Peggy Santerre et je relève chaque jour le défi de diriger une famille, mais également une entreprise qui accompagne les PME, grands groupes et institutions à mieux communiquer à l'international à travers des traductions professionnelles. Sur un format de 20-30 minutes, vous découvrirez les aventures, les anecdotes et conseils de dirigeants et gérants d'entreprises tournés à l'export. Bonjour Nabila Abed. Donc vous avez un parcours dédié à la conquête de marchés étrangers. Vous avez été directrice export de la société Biotech Dental pendant 20 ans. Donc vous nous présenterez brièvement Biotech. Et par contre, vous vous arrêterez surtout sur cette expérience formidable, les challenges les plus périlleux et puis les réussites qui vous ont marqué pendant ces 20 ans. Oui, bonjour Peggy, merci pour votre invitation, tout d'abord. Puis en effet, oui, donc j'ai une expérience d'une vingtaine d'années au sein de la société Biotech Dental, donc qui est un leader français dans les dispositifs médicaux dentaires et aligneurs, invisibles et autres subtilités dentaires. Donc j'ai effectivement commencé mon expérience au sein de Biotech Dental à l'âge de 28 ans. Donc, je me souviens encore de mon entrée dans le bureau de Philippe Véran. Donc j'étais toute jeune. J'avais eu plusieurs expériences professionnelles dans des milieux qui n'avaient rien à voir avec le médical. J'ai travaillé pour des grosses raffineries telles que Total ou des services de télécommunications tels que Bouygues Télécom. Et donc, il m'avait accueilli, comme il le fait toujours très chaleureusement avec ses nouveaux collaborateurs, en me disant que j'avais le profil pour réussir et que chez lui, les commerciaux gagnent bien leur vie et roulent dans de belles voitures et que je pouvais avoir tout ça par la seule force de mon travail et de mon mérite. Donc, il avait raison puisque c'est ainsi que ma carrière a été ponctuée de défis, de challenges souvent à couper le souffle, avec effectivement aucune routine, puisque la question que l'on me pose souvent, c'est 20 ans d'expérience à l'international avec une fréquence on va dire, de vol et voilà, assez intense au niveau des déplacements en avion. Comment est-ce qu'on tient? Eh bien, je pense que c'est vraiment la motivation, l'envie et vraiment, j'insiste sur le mot principal, donc qui est le travail, mais le travail intéressant et la motivation et puis comment dire, il n'y avait vraiment aucune lassitude puisque c'est une société qui a toujours su se renouveler, qui a été toujours précurseur dans ce domaine-là donc du marché médical et notamment dentaire. C'est une société qui a été très innovatrice, la première à lancer les aligneurs invisibles sur le marché français, qui a été d'ailleurs, on va dire, qui a fait une participation croisée donc avec le géant américain Henry Schein récemment en décembre dernier. Malgré que j'ai quitté la société en juillet dernier, mais évidemment, je suis toujours en contact avec l'organisation et notamment avec Philippe. Donc je suis quand même de très près tout ce qui se passe puisque c'est une société dont je reste très proche. Biotech Dental, c'est quand même 850 collaborateurs, quasiment 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec l'intégration d'Henry Schein maintenant, je pense qu'ils sont pas loin des 250. C'est une très belle boîte. Donc moi j'ai connu Biotech en 2005. Donc pour revenir un petit peu sur mon parcours, donc j'avais 28 ans, tout était à faire et nous étions une petite boîte provinciale. Donc c'est pas péjoratif, c'est la stricte vérité. On commençait, ça pourra faire écho effectivement avec votre domaine d'activité. On n'avait pas toute cette structure au niveau des outils de communication. Donc nous, nos plaquettes d'offres commerciales, c'était des feuilles A4 en recto verso, voilà, avec nos 2 ou 3 implants à l'époque, on essayait de développer. Donc cette structure a évidemment bien changé, puisqu'on a intégré une société d'orthopédie, de diagnostic au fil du temps. La revente de la société orthopédique à Wright Medical, donc un Américain, nous a permis du coup de lever des fonds et de pouvoir réinvestir dans le dentaire. Par la suite, on a revendu la société donc Editech, spécialiste du diagnostic médical, donc un fonds d'investissement Albert Frère, qui nous a permis du coup de faire une levée de fonds tout aussi conséquente. Et grâce à cela,
notre capitaine d'industrie et visionnaire, qui est Philippe Véran, a permis en fait cette croissance exponentielle et donc d'investir dans l'innovation, dans l'industrie dentaire et de pousser vraiment, tel un capitaine, j'ai envie de dire vraiment d'industrie, tous ses collaborateurs à atteindre des objectifs de croissance assez faramineux, j'ai envie de dire, puisqu'on ne s'embêtait pas, on ne s'ennuyait pas, mais on était quand même galvanisé par sa vision, par sa stratégie, par son projet et le fait que tout le monde était embarqué effectivement dans le même navire et qu'il investissait réellement beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Donc on était très aidé aussi par son expérience initiale d'expert comptable. Donc c'était un très bon gestionnaire d'entreprise évidemment. Mais bon, après, voilà, tout le monde ne procède pas de la même façon. Ça a été vraiment une croissance stratégique avec des jalons bien posés. Et votre rôle, je vous coupe Nabila, votre rôle vraiment au sein de Biotech Dental, donc c'était la direction export, mais concrètement, vous pouvez nous citer quelques missions que vous aviez à mener? Oui, absolument. Bien, au tout départ, c'était quand même d'ouvrir des nouveaux marchés. Il y en avait quelques-uns qui subsistaient, puisque Biotech Dental vient d'un rachat d'une société qui s'appelle Biotech International, qui a été créée par un chirurgien dentiste. Donc on avait quelques jalons posés en Europe, Belgique, Espagne, Maroc, Tunisie. Donc on avait très peu de choses à l'export. C'était surtout un réseau universitaire et belge également, qui s'appelait Les Orib. Donc partant de là, je n'avais rien à l'export à proprement dit, à part un peu de Tunisie et de Maroc. Donc mon rôle était de conquérir des nouveaux marchés, de participer à des congrès internationaux, de mettre en place la veille réglementaire et de prendre mon courage à deux mains, de contacter des importateurs et des distributeurs, puisque c'est de la distribution, donc c'est en B2B, de les présélectionner, de les rencontrer, de les convaincre. Donc il y a déjà une vingtaine d'années, c'était assez compliqué avec des moyens qui n'étaient pas énormes. Donc on y allait vraiment avec beaucoup de courage et d'opiniâtreté. Et donc mon rôle était, j'étais seule, donc j'étais pas encore directrice export, j'étais responsable export. Voilà, et donc l'une de mes plus belles réussites, je pense que c'est la plus marquante et c'est celle qui est arrivée très rapidement après mon intégration au sein de la société, c'est le marché taïwanais. J'ai été accompagnée par Philippe Véran et Bruno Thévenet, donc son associé, qui nous a quittés en début d'année, donc qui était aussi mon patron, puisqu'il s'occupait de la division orthopédie, mais qui était partie prenante forcément dans la croissance de la société. Et donc nous nous sommes rendus à Taïwan. En fait, j'ai eu un premier contact avec les Taïwanais en septembre, et nous nous sommes rendus en novembre à Taïwan, et nous avons signé. Donc c'est vrai que c'est un fait assez insolite par rapport au marché asiatique qui paraît souvent long, fastidieux, et voilà, avec beaucoup de procédures en fait. Et le coup de chance, ça a été de saisir l'opportunité et d'y aller pour pouvoir les convaincre, et voilà. Donc la première expérience marquante, c'est lorsque je me suis retrouvée à Taïwan, dans cette salle d'hôtel de business meeting qui était énorme. Nous étions 3, ils étaient, je pense, une douzaine d'interlocuteurs taïwanais. Et j'ai pu assister, on va dire, à une leçon magistrale de négociation internationale, autant orchestrée par mes deux patrons, on va dire, mais également par les partenaires taïwanais qui, eux, étaient assez fins et stratégiques dans leur façon de concevoir un business meeting, puisqu'ils avaient fait appel à des interprètes, parce que les principaux décisionnaires ne parlaient que taïwanais, donc on avait des interprètes anglophones. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'il y avait l'interprète qui n'était pas identifié et qui parlait français. Donc ça aussi, ça fait un peu partie des subtilités de l'export, de se rendre compte au bout de 3 jours de meeting que voilà, il y avait quelqu'un qui n'était pas identifié en tant que tel. Ça ne nous a pas apporté défaut, puisque de toute façon, on était très, très pro, donc pas de souci. Et il jouait aussi beaucoup sur le jet lag et sur le fait de complètement déconstruire notre programme, parce que tout était fixé à l'avance, bien avant d'arriver et d'atterrir à Taïwan, évidemment. Donc on avait 3 jours de meeting, une matinée, le lendemain c'était l'après-midi, et le surlendemain c'était la matinée. Et en fait, nous, on était préparés dès le matin du premier meeting pour aller en négociation, et ils ont décalé le programme à l'après-midi. Donc vous voyez, ça jouait quand même pas mal sur le jet lag, sur une certaine intimidation au niveau d'une pression. Oui, pour déstabiliser un peu. Voilà, tout à fait. Donc ça fait partie
pas tout le temps, hein, mais en tout cas à Taïwan pour ma première expérience, c'était quand même assez perturbant de voir qu'on essayait d'avoir une certaine ascendance, voilà, et puis des discussions interminables sur des alinéas de contrats qui n'étaient, selon nous Européens, pas vraiment importants, et pour eux en fait qui jouaient simplement la montre pour, j'ai envie de dire, pour avoir une certaine ascendance au niveau mental et une certaine fatigue et qui leur permettent de tirer avantage, voilà, de cette fatigue, j'ai envie de dire. Donc, c'était assez perturbant. Ces business meetings-là, donc, c'est très bien passé au final, puisqu'on a signé à nos conditions, ça s'est très bien passé. Donc, j'ai pu forcément analyser leur jeu d'hommes d'affaires, de part et d'autre, mais surtout ceux de Philippe et de Bruno. Et j'ai pu voir effectivement comment mener une négociation internationale, donc en gardant son flegme, son sang-froid. Le fameux happy face, c'est également on va dire de la zone asiatique. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué et qui m'a permis donc dans mon ascension et dans ma carrière d'être promu très rapidement responsable export. Voilà, donc quelques semaines je dirais après le retour de Taïwan, j'avais davantage acquis la confiance comment dire, de mes supérieurs hiérarchiques, donc c'était Philippe, hein. Et grâce à ça, j'ai pu avoir encore plus de budget et développer l'international et partir sur des zones Afrique, Europe et Moyen-Orient et recruter par la suite pour être accompagné. Super, super Nabila, c'est vraiment agréable d'entendre, d'être un peu dans les coulisses de ces superbes entreprises. J'ai eu la chance d'aller visiter justement Biotech hier après-midi. La CCI organisait la visite et c'est Philippe Véran lui-même qui nous a fait la visite de l'usine. Et c'est sûr qu'on voit déjà le parcours de l'entreprise et puis encore toute la croissance qu'il prévoit. Et puis c'est vrai qu'il est extrêmement charismatique, visionnaire, avec cette super implantation à Salon de Provence. Alors, avec toutes ces aventures, vous êtes aussi maman et avez dû jongler, et vous jonglez encore, hein, entre vie perso, vie pro. Et est-ce que vous pouvez nous partager les éventuelles difficultés que vous avez pu trouver en tant que maman et puis travailler à l'export? Et comment vous avez réussi à équilibrer les deux vies et à vous épanouir autant en tant que maman que directrice export? Oui, tout à fait. Donc j'ai 2 enfants et je dis souvent que j'ai élevé mes 2 enfants entre 2 avions. Donc ça fait souvent rire les gens, mais c'est vrai. Donc j'avais 34 ans lorsque j'ai eu ma fille Elisa et donc j'ai repris les avions lorsqu'elle avait 4 mois et Charles, j'en avais 37 et j'ai repris les avions lorsqu'il avait 5 mois. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai vraiment eu mes enfants entre 2 avions parce que c'était une pause nécessaire pour moi m'accomplir en tant que femme et en tant que mère, puisque c'était quelque chose dont j'avais envie. Et le plus dur pour moi, je pense, en tant que maman, c'est ce sentiment, on va dire, d'égoïsme un peu imprégné de culpabilité. Quelquefois, de les laisser pendant 3 dodos, parce que c'est ainsi qu'on abordait les choses chez nous. 3 dodos, parfois une semaine entière. Et à cette époque-là, je ne me sentais pas vraiment coupable parce que je n'envisageais pas ma vie autrement. Sans mon travail, sans mes déplacements. Donc j'étais vraiment une femme totalement accomplie dans plusieurs pans de ma vie, professionnelle, familiale, et même en tant que femme tout court, j'ai envie de dire, sans lien avec le pro ou le privé, mais vraiment moi, j'avais besoin de cela. Je comprends. Et c'est ce que j'appelle moi une addiction saine. Saine pourquoi? Parce que oui, j'en avais besoin, c'était plus fort que moi en fait, c'était quelque chose qui me dépassait. Je ne pouvais pas envisager de ne pas prendre d'avion, de ne pas aller voir mes collaborateurs dans le monde, de ne pas aller à Beyrouth. Il y a des petites anecdotes comme ça. Je me souviens que j'étais dans un restaurant à Beyrouth où j'ai vu passer des chars militaires et je dis à mon distributeur, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est les casques bleus, ils se rendent à la frontière sud du Liban pour se mettre face à Israël parce qu'il y a une alerte. Alors là, tu te dis, mais il se passe quoi en fait? Je suis dans un monde qui est un peu très loin de ce que je connais de la France, de l'Europe, de cette sécurité-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je revenais chez moi, donc très heureuse de retrouver ma famille, mes enfants, mais très heureuse de retrouver la France aussi.
parce que je pense que comme tout marin, j'ai envie de dire, on a besoin d'un port d'attache. Et c'est vrai que voir les enfants grandir dans cette normalité-là, parce que pour eux, c'était tout à fait normal que maman voyage. Parce qu'on me disait souvent, mais toi, si tu le vis bien, mais comment le vivent tes enfants? Et ma réponse a toujours été la même. Mes enfants sont nés ainsi, dans ce cadre-là. Oui, donc pas, c'est leur référentiel. Absolument. Donc, ils en ont pas souffert dans le sens où pour eux, bah, c'est limite, c'est pas normal que qu'une maman ne voyage pas, qu'elle prenne pas d'avion. Pour eux, voilà, c'est ça la vie, c'est de s'accomplir dans les métiers que l'on aime. Leur papa est architecte, il travaille beaucoup également. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'avec mon conjoint, on est en parfaite communion et on a toujours respecté cela aussi l'un vis-à-vis de l'autre. Je pense qu'en dehors même des enfants, dans le couple, c'est très important de respecter ses individualités et nos personnalités, puisque c'est notre essence même en fait. C'est ce qui nous rend heureux et c'est ce qui nous fait vibrer. Donc je ne pouvais pas me définir comme étant uniquement une maman ou une épouse. Cela, mes enfants, ben, ont toujours vécu et ils ont grandi ainsi. Et ça peut paraître une phrase bateau, mais je la trouve très vraie. Je trouve que les qualités des instants passés avec mes enfants, notamment, prévaut sur la quantité. Et je n'étais pas non plus en déplacement toutes les semaines, mais ça m'est arrivé de passer avec eux 5 jours au total sur 3 semaines ou un mois. C'est arrivé. Lors des périodes chargées en congrès, ben, il fallait y aller. Mais c'est ce qui m'a aidé aussi à vivre ça de façon sereine, je dirais même dans la douceur. C'est l'aide apportée par mon conjoint. Puisque lui, du coup, il a quand même rempli le rôle de pilier de famille par sa présence, les rendez-vous chez le pédiatre, les devoirs, les repas, et voilà. Et puis il y a ma maman aussi qui m'a beaucoup aidée. Donc sans leur soutien, je n'aurais jamais pu ni exercer ce métier, ni surperformer, j'ai envie de dire, dans ce métier de déplacement à l'international. D'ailleurs, à ce propos, j'avais lu une étude à ce sujet qui était intéressante et qui classifiait les responsables export. Et ce qui en ressortait était deux choses assez, on va dire, highlightées, j'allais dire. C'est qu'ils étaient d'abord de sexe masculin, avec une majorité écrasante. Il y a moins de femmes responsables export que d'hommes. Et je pense que ça, vous avez certainement dû le constater aussi lors de vos nombreux voyages. Oui. Voilà. Ben, il suffit de s'asseoir dans un business lounge d'aéroport pour s'en rendre compte, quoi. Voilà. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes filles qui font des études de business international et BTS commerce international. Et malgré tout, dans la réalité, c'est davantage les hommes. Alors, un peu moins maintenant, mais quand même, c'est plutôt les hommes que l'on voit en effet dans les aéroports, dans les salons en effet. Mais ça se féminise de plus en plus et c'est justement un équilibre à trouver, mais c'est sûr que j'imagine difficilement une maman toute seule, sans aide à côté, pouvoir aussi s'accomplir dans une mission internationale. Hein. C'est sûr que si on n'a pas de conjoint ou de famille pour donner un coup de main, le challenge devient beaucoup plus compliqué, c'est sûr. Ah, c'est très très compliqué. Je pense même honnêtement que c'est, je dirais pas impossible puisque rien ne l'est et qu'il doit certainement y avoir des mamans célibataires, enfin j'en sais rien, hein, mais peut-être qu'elles exercent ce type de métier, peut-être pas à la même fréquence, mais j'ai du mal à imaginer comment créer un équilibre en fait. C'est plutôt ça, parce que oui, tout est faisable en fait, mais comment créer cet équilibre-là avec les enfants et qu'ils ne subissent pas non plus nos envies de carrière. À l'international, c'est un peu compliqué aussi. Après, c'est vrai qu'il y avait la deuxième partie de cette étude-là qui était intéressante et ce qui en ressortait, c'est que la durée d'exercice de ce métier, on va dire à haute fréquence de vol, c'était 10 ans, tous sexes confondus, pour des raisons de santé, de fatigue du corps. Voilà, parce que tous n'ont pas une hygiène de vie correcte ou une pratique de sport régulière. Et même ainsi, c'est très perturbant pour le corps de voler de façon intense pendant plus d'une dizaine d'années. Plus le décalage horaire qu'il faut gérer, hein, dans un sens, dans l'autre. Ah oui, là, Alors, j'ai jamais été jet-laguée, ça m'est arrivé une fois en Corée, je sais pas pourquoi, c'est tombé sur la Corée, mais j'avoue que j'avais une résistance, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de tenir. Hein. J'avais cette endurance-là qui m'a permis de ne jamais ressentir... Alors, j'étais très fatiguée en revenant, donc, mais pas jet-laguée, j'arrivais très rapidement à m'adapter. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose voilà, qui est génétique ou une facilité, mais c'est vrai que j'ai jamais vécu ça. Mais enfin, tout ça pour dire que ces 12 ans, on va dire, de vol de façon intense m'ont comblé.
et que ça m'a permis effectivement de profiter quand même de ce statut privilégié de femme d'affaires aguerrie, à la fois de mère de famille épanouie, et que l'équilibre s'est fait de façon naturelle, en fait, grâce aux moments que l'on partage, qui sont dédiés exclusivement aux enfants. Et puis le secret, je pense que ça reste toujours l'amour qu'on leur porte. C'est pas une généralité, mais je vois également. Alors là, c'est un message, si je peux me permettre, qui est adressé un peu à toutes les mamans qui ne font pas forcément d'international, mais qui ont une vie aussi très trépidante, j'ai envie de dire, avec des journées à rallonge et qui peuvent culpabiliser parfois de ne pas être disponibles. Euh, je trouve qu'il ne faut pas se laisser culpabiliser voilà, par la bienséance et les codes que la société nous impose. Euh, je vois aussi autour de moi des mères de famille qui sont à la maison et le dogme en fait de la société, c'est une mère de famille doit rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, surtout en bas âge, ou doit trouver un travail en fait qui lui permette de continuer à gérer la vie familiale. Parce que... Ou être disponible le mercredi. Fait que moi, je vois pratiquement toutes mes amies ne travaillent pas le mercredi, et c'est vrai que c'est super pour les enfants. Et moi, personnellement, je ne vois pas comment j'arriverais à mener ma mission professionnelle en me coupant le mercredi. Ce serait compliqué. Et à la fois, c'est difficile de ne pas culpabiliser en disant mes enfants voient bien que les autres mamans le mercredi, elles sont présentes et puis moi, je ne le suis pas. Mais c'est vrai qu'à la fois, il faut aussi assumer quelque part, en effet, sa mission et expliquer aux enfants le pourquoi du comment, et puis profiter un maximum de tous les autres moments, parce qu'il y a beaucoup de moments, il y a le matin, il y a le soir, il y a le week-end, il y a les vacances, et quand ils voient aussi que la maman est alignée finalement avec ce qu'elle fait, parce que finalement, je pense qu'on est peut-être plus rayonnante pour eux quand on est aligné plutôt que quand on culpabilise. Donc c'est vrai que j'ai passé moi aussi personnellement ce cap de dire je culpabilise plus. De toute façon, les moments de qualité, il y en a plein ensemble, et finalement, il faut pas qu'on se compare avec d'autres. On est comme on est, et puis on peut pas passer notre temps à vouloir faire toujours en fonction des enfants, parce que nos enfants vont aussi quitter le nid. Et s'ils ont vu une maman épanouie et qui a réussi à trouver cet équilibre pro-perso, je pense que ça contribuera aussi à leur propre équilibre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est dans ce sens-là que je mentionnais j'ai envie de dire la bien nommée charge mentale bon, moi je trouve que c'est un terme qui est un peu galvaudé. Hein. Ça m'appartient. Selon moi, parce que j'estime que nos actions et nos décisions, en fait, ce qu'on souhaite faire de notre vie, conditionnent forcément notre avenir et nos vies de femmes. C'est-à-dire que si dès le début, alors c'est pas donné à tout le monde certainement, mais je pense que si dès le début on choisit aussi, on va dire, le bon compagnon de vie, la bonne personne, et pas uniquement, j'ai envie de dire, uniquement une passion, ça relève peut-être un peu du domaine de l'intime, mais je pense que c'est très important aussi pour la construction de vie d'une femme et de sa future famille. Voilà. C'est-à-dire que qu'est-ce qui me permet, moi, si je me connais bien à 28 ans, par exemple, Nabila, je sais que j'ai envie d'une carrière internationale, je sais que je veux voyager, mais je veux des enfants, je vais pas, j'ai envie de dire, me mettre avec une personne qui ne sera pas soutenante, aidante, vous voyez. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses, quand je parle de nos choix et de nos décisions, euh, il faut, je pense, être bien accompagné d'un point de vue professionnel, mais familial également. C'est cet équilibre-là qui nous permet de pouvoir visualiser notre avenir et de se dire, mais je l'aborde de façon sereine. Parce que je sais que je suis accompagnée de la bonne personne. Et je sais que mes enfants seront épanouis parce que le message du père, donc qui sera forcément le pilier pendant un certain nombre d'années de la famille, il faut que ce soit quand même quelqu'un de rationnel et d'intelligent et de rassurant. Et de rassurant, voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'une réussite de femme à l'international, enfin de carrière pour une femme à l'international, il y a beaucoup de choses qui sont quand même liées au socle familial et du foyer. Je partage, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, je crois que vous vous êtes lancé un nouveau challenge récemment. Vous êtes devenue entrepreneuse. Alors, je voudrais bien savoir quel a été le déclic, parce que
d'extérieur, on pourrait se dire pourquoi quitter un navire, enfin une grosse entreprise qui en plus a des perspectives de développement incroyables pour Oui. finalement se dire bah non, moi je prends ma planche à voile, je serai toute seule dessus et puis je vais naviguer sur de grosses vagues toute seule. Vous pouvez nous raconter cette décision et puis ce que vous faites aussi, ce que vous proposez aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que le terme planche à voile, il peut, soulever des interrogations. Mais oui, c'est vrai, il y a une phrase de Nietzsche que j'aime beaucoup qui dit: «Deviens qui tu es, fais ce que toi seul peux faire». Il y en a plein d'autres, hein, que j'aime beaucoup, mais celle-ci, je trouve qu'elle est à propos dans le sens où, en vérité, le déclic s'est manifesté chez moi de façon assez violente, vraiment, donc je me livre, totalement, parce qu'en quelques semaines, je savais que je voulais m'accomplir différemment. Mon job me passionnait, mes collaborateurs, c'était une vraie famille. La société avec qui j'ai consacré une vingtaine d'années de ma vie tout de même, eh bien, était satisfaite de mon travail. Je suis toujours en très bon terme avec l'organisation. J'ai été embauchée à 28 ans et j'en avais 45 en fait lors de ma prise de décision. Donc rien n'indiquait que j'allais vivre une transformation profonde en fait, qui allait changer ma vie. Mais ce déclic est arrivé parce que tout en moi, et j'ai envie de dire souvent le corps nous envoie des signaux quand on ne veut pas entendre le message, et c'est vrai. Tout en moi donc disait que tu as un autre chemin, tu as fait le tour, et si tu tentais l'entrepreneuriat. Et ce qui est fou, hein, tout de même, Peggy, dans cette histoire, c'est qu'à ce moment-là, je vous promets, je ne savais pas dans quoi je voulais me diriger. C'est-à-dire que j'ai pris un risque énorme en écoutant mon intuition, ce qu'on appelle la voix intérieure, on peut le nommer comme on veut, mais je me suis écoutée. J'avais envie d'autre chose. Profondément, c'était inscrit dans, j'ai envie de dire, dans ma mémoire cellulaire, c'était évident. Voilà, c'était une sorte de cataclysme que j'ai vécu qui me disait, mais tu dois faire autre chose maintenant, parce que je pense que tu as fait le tour, tu as prouvé ce dont tu étais capable, tu as réalisé de très grandes choses. Je ne voulais pas d'un, j'ai envie de dire, c'est pas péjoratif, hein, mais d'un poste confortable. Voilà. Ça, là, si j'étais restée chez Biotech, honnêtement, j'y serais encore jusqu'à la retraite. Et vous voyez, c'était le chemin qui m'était destiné. Et pourtant, c'est vrai que Biotech prend des risques et j'ai envie de dire une ascension encore plus phénoménale. Mais j'avais l'impression que ce n'était plus mon projet. Voilà, c'était plus mon projet. Du coup, j'en suis sortie. Mais ce que je savais en revanche, c'est que je voulais réussir, toujours. Mais cette fois-ci par moi-même et seule. Donc sans aide aucune. Et puis même malgré mon carnet de relations, hein, qui ne s'arrête pas au monde du dentaire, fort heureusement pour moi. Donc le déclic, c'était le souhait d'entreprendre. Prendre mes propres décisions, me fixer un nouveau challenge, plus vibrant. Puis je ne pouvais pas passer, je vous dis, d'une vie trépidante où tout a été construit pierre par pierre à une position confortable. Ça ne me challengeait pas, j'ai besoin de défis, d'adrénaline. Et donc pour répondre à votre question qui reprend la métaphore du navire et de la planche à voile, c'est marrant, je dirais que je, je dirais que j'ai surtout quitté un capitaine d'industrie, en fait, qui a fait ses preuves et qui m'a porté, voilà, pour reprendre la métaphore, mais que je ne l'ai pas quitté pour être VI planchiste, mais en fait pour construire ma propre et belle galère. Voilà, c'est une galère, c'est un vaisseau maritime, commercial, et qui a la particularité d'avancer vite. Donc, quelle est la différence en fait entre Biotech Dental, finalement, qui a été reprise par Philippe en 1991, qui était une boîte provinciale, et Smile Scale Up, qui est donc ma petite boîte provinciale à moi, en 2023. Il y en a une déjà, je vous l'accorde, c'est l'époque. Donc tout ne se faisait pas de la même façon, hein, c'était propice, les contraintes, on va dire, réglementaires et autres étaient beaucoup plus légères à l'époque, donc c'était un peu un paradis pour entreprendre. Et celle que nous vivons actuellement, eh bien, la différence, c'est que c'est une période de profonde transformation. Ça permet à ceux qui croient en eux et qui investissent rapidement, par exemple, de surfer sur le potentiel extraordinaire de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quelque chose qui me branche beaucoup, puisque l'IA aujourd'hui nous permet de faire actuellement ce qui était inenvisageable il y a 20 ans. Plus besoin d'énormes moyens pour surperformer, par exemple grâce à des applications, des assistants personnels,
des copywriters intégrés, des créations de contenu dans tous les domaines. Et cette database en fait de l'OpenAI entre autres, qui sera renseignée finalement par nos propres questions sur ChatGPT. Hein, donc plus on renseigne nos questions, donc plus on questionne plutôt ChatGPT et plus l'AI est ultra performante. Et donc tous ces domaines-là en fait, du métavers, de la blockchain, du Web3, sont très liés aussi à mon exercice, puisque bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y aura des applications pour le monde médical, donc directement sourcées auprès d'une intelligence artificielle que je vais développer. Et tout reste à faire. Tout reste à faire dans ce domaine-là, en application médicale. Et ça me permet de développer des outils innovants, en fait, qui ne demandent pas du coup de posséder un gros navire. Voilà. Je vous coupe, Nabila, mais juste pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien ce que vous faites pour, donc au sein de l'entreprise que vous avez créée. Si vous pouvez nous dire exactement ce que vous proposez pour que ce soit clair. Alors, bien, ce que je propose au sein de Small Scale Up, donc, qui est une jeune société, c'est une société qui a d'abord la mission première de s'internationaliser. C'est une société de service, donc qui propose du coaching et du conseil d'affaires, donc à ceux qui souhaitent exporter, donc surtout les primo-exportateurs, effectivement. Elle se positionne également sur le marché de la cosmétique et cosmétique médicale, notamment avec des crèmes donc à base d'acide hyaluronique qui sont destinées aux chirurgiens esthétiques et dermatologues. Et Smile Scale Up vendra prochainement également du matériel médical dentaire, mais non considéré comme dispositif médical, puisque pour l'avoir éprouvé, je souhaite m'affranchir des contraintes réglementaires lourdes. Et dans un second temps, je proposerai aussi rapidement des crèmes cosmétiques spécifiques en tant que fabricante. Donc ça, c'est un produit que je ne vais pas développer ici parce que c'est en cours de création. Et il y aura également des services d'aménagement de cabinets médicaux à l'international, grâce au réseau justement d'architectes que j'ai via mon conjoint. D'accord. Et donc, si je comprends bien, les entreprises que vous accompagnez et que vous allez accompagner pour leur démarche à l'export, c'est plutôt dans le domaine de la santé et de la cosmétique, c'est ça? Pas uniquement, non. Alors, c'est ma spécialisation. Donc, forcément, au niveau réglementaire, ça, je suis j'ai envie de dire experte. Au bout d'une vingtaine d'années, je maîtrise effectivement ce domaine d'activité-là. Mais pour les primo-exportateurs, je prends en charge des missions qui n'ont rien à voir. Donc là, il y a des missions dans le cadre viticole, par exemple. Donc exportation de vin du Montbrouilly, voilà, donc à l'international, c'est ce que je fais actuellement. Et puis plein d'autres dans l'agroalimentaire également, voilà, dans les sociétés de services. Donc voilà, donc ce ne sont pas des choses qui sont forcément liées au domaine médical, mais effectivement, ce sont des nouveaux challenges pour moi et je me rends compte qu'en fait l'export à l'international n'a pas de spécificité si ce n'est la veille réglementaire. Voilà, il faut se renseigner sur les pays cibles, sur leurs instances, sur les finances, sur les enregistrements éventuels, mais c'est des choses qu'on peut dupliquer facilement dans tous les domaines d'activité, quoi. Il y a des organismes aussi qui nous aident, il y a des CCI, il y a des BPI, pardon. Donc, il y a des façons, en fait, d'exporter facilement, bien plus facilement que ce qu'on pense. D'accord, et justement, ce sera une belle transition pour ma dernière question. Si vous aviez un mot justement à passer à ceux qui nous écoutent concernant leur entreprise, quand elles ont des ambitions à l'export, les PME néo-exportatrices, hein, elles ont souvent peur de franchir un cap, par exemple le grand export, parce que c'est un investissement important en temps, en énergie, en argent. Comment optimiser les chances de réussite? Si vous deviez conclure ce podcast avec un conseil à ce sujet. Alors la première phrase qui me vient à l'esprit, c'est pas forcément un conseil, mais c'est déjà croyez en vous. Je dirais même croyez aux produits français, parce qu'ils peuvent avoir un très beau rayonnement à l'international si on sait les mettre à l'honneur. Donc ça, tout part effectivement déjà de la croyance en ces produits, en sa structure. Et ensuite, tout domaine confondu, je dirais que l'export demande une rigueur avant tout.
au niveau des normes en vigueur dans tous les domaines d'activité et qu'on ne peut pas faire l'impasse sur certains points tels que les règles douanières, les règles comptables de TVA en Europe ou d'expédition au grand export, aux liasses documentaires qui doivent accompagner des marchandises, aux risques de paiement à l'international qui doivent être mesurés intelligemment. Mais il y a des organismes que je citais au préalable, comme BPI, CCI, Classe Export, les sommets internationaux aussi, qui sont organisés par la France, qui offrent des mines d'informations, j'ai envie de dire gracieusement, des ateliers qui sont souvent relayés de façon régionale et qui aident beaucoup justement ces primo-exportateurs et aussi Internet, parce qu'il suffit un peu de fouiner sur Internet pour voir tout ça. Donc, pour optimiser ses chances de réussite à moindre frais, je dirais qu'il y a plusieurs stratégies. Si on n'est pas pressé de facturer du chiffre d'affaires à l'export, c'est une stratégie à long terme, on peut aussi se rapprocher des écoles de commerce en alternance. Voilà. Donc, au lieu de prendre quelqu'un qui a guéri un spécialiste de l'export avec une grosse expérience, et forcément, c'est quand même un budget au niveau du salaire, je parle d'une embauche, d'une intégration dans la société, il y a des moyens alternatifs comme par exemple des écoles telles que Kedge Business School qui proposent, j'en ai eu, de très bons alternants qui peuvent déjà défricher le terrain pour vous. Il y a les VIE aussi, donc les volontaires internationaux à l'entreprise. C'est top, mais ça coûte assez cher selon la taille de l'entreprise. Donc ça, c'est un autre pari. Mais l'idéal, je dirais, est quand même de confier une mission export à un professionnel du métier. Alors comment je vois les choses, ce serait déjà de cibler un pays, une zone avec un spécialiste export. Et une fois qu'on a ciblé ce marché-là, on va cibler le marché, si vous voulez, qui aura le moins de contraintes administratives, pour garantir ce fameux retour sur investissement rapide. Et ça peut constituer la base du business plan export ensuite pour lancer la machine. On ne va pas s'éparpiller, on va quand même cibler, on ne va pas dire j'attaquer la zone Asie, la zone Afrique et je veux ouvrir 3 à 4 pays par an. Au tout début, on va déjà essayer de trouver peut-être le marché lucratif, celui auquel nos besoins sont adaptés, celui qui répondra donc favorablement aux besoins du pays ciblé, et essayer de concentrer en fait un maximum d'énergie et d'argent sur un pays cible, celui qui va nous faire en fait, on va dire le plus gros chiffre d'affaires. Et ça nous permet en fait de nous prémunir des risques pays si on est quand même assez stratégique et si on procède, on va dire, par élimination. Donc voilà, des professionnels de l'export, je pense, tels que moi, il y en a beaucoup qui acceptent des missions temporaires justement pour obtenir des market share, des parts de marché rapidement et à moindre frais. Donc il faut simplement se renseigner. En conclusion, je dirais qu'il y a 3-4 points principaux. Il y a la comptabilité, sécurisation des paiements à l'international, c'est indispensable. La logistique, il faut tenir compte en fait des transporteurs et des transiteurs avec lesquels on travaille. Le réglementaire, on ne peut pas vendre tout et n'importe quoi de n'importe quelle façon à l'export. Il faut se renseigner auprès des instances qui font foi. Le commercial, il faut quand même bétonner ses contrats et être présent sur le terrain pour animer le réseau de vente. Et le marketing, qui est très important puisque les outils de communication de tout type, brochures, digitaux, numériques et autres, sont indispensables et doivent être, j'ai envie de dire, même pas, j'ai envie de dire, c'est indispensable. Ils doivent être proposés par des professionnels. Donc en anglais ou dans la langue du pays ciblé, si on veut aller encore plus vite et accélérer. Et ceux-ci sont indispensables. C'est ce qu'on faisait chez Biotech et c'est ce que je m'apprête à faire aussi au sein de ma structure. C'est pas parce que je parle couramment anglais que je suis, on va dire, exempte d'erreurs dans les termes techniques médicaux et autres. Voilà. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des agences de traduction avec lesquelles on travaille qui nous permettent justement et qui font appel, eux, justement, des traducteurs alors assermentés pour les documents légaux, mais des traducteurs techniques. Et ça, c'est très important. Parce qu'un chirurgien dentiste qui va traduire, je ne sais pas moi, un chirurgien dentiste on va dire, d'origine, je ne sais pas moi, émirati, qui va traduire en arabe au sein d'une agence de traduction la brochure qui est destinée à ce pays, à ce marché cible, forcément, on va gagner beaucoup de points, on va gagner beaucoup de temps et on va justement cibler vraiment à cœur le marché qu'on souhaite développer. Eh ben super, je ne m'attendais pas à avoir de la publicité. Non, mais c'est important. Puisque donc pour certains qui nous écoutent, vous devez peut-être le savoir, je co-gère une entreprise de traduction à 6 continents. Et en effet, je suis tout à fait d'accord et ravie d'entendre que vous êtes convaincu
qu'il soit important d'avoir des professionnels, parce que parfois, même quand on est bilingue, on peut être limité. Je vous remercie beaucoup, Nabila. Je voulais juste rajouter sur le développement à l'export. Pour les personnes qui nous écoutent, qui sont dans le sud, je fais un petit clin d'œil au club Apex. C'est un lieu de networking pour informer et accompagner les entreprises de la région sud dans leur développement à l'international. C'est une super association. Ça regroupe des entreprises de plein de domaines différents. Donc, j'ai constaté beaucoup de PME ou de néo-exportateurs qui ont pu accélérer leur croissance à l'international juste parce que, en étant dans ce club, ils ont pu aussi échanger avec des entreprises qui sont dans le même secteur ou qui ont des distributeurs dans un pays qu'ils visent également. Donc ça, c'est un club qui peut vous intéresser si nécessaire et qui est intéressant à exploiter, un très bel outil. Je pense aussi à l'exportation collaborative, qui est un outil intéressant. Vous êtes plusieurs entreprises dans le domaine agroalimentaire, cosmétique ou dans d'autres domaines. Il y a des initiatives de collaboration, d'exportation collaborative avec, je pense notamment à Anne Martel-Raison dans le Sud aussi, qui propose l'accompagnement pour que vous soyez plusieurs entreprises à aller faire une délégation, si vous voulez, qui part dans un pays, dans un but précis, pour faire un salon, pour aller rencontrer des distributeurs, des agents, des futurs clients. Et pour le coup, ça limite les risques. Ça permet aussi de baisser les coûts et puis de chasser en meute. J'ai eu de très bons échos de ce type d'initiative également. D'accord, bon, écoutez, j'ai noté ça. Donc, vous disiez exportation collaborative, hein. Oui, c'est ça. Et c'est intéressant d'être à plusieurs quand on a des objectifs communs. Ça partage l'aventure, les risques et les coûts. Donc, c'est plutôt sympa comme initiative, je trouve. Merci beaucoup, Nabila. Est-ce que vous avez un dernier mot ou dernière chose que vous vouliez dire au sein de ce podcast qui vous est dédié? Je remets encore, on va dire, en exergue la capacité des femmes à l'international à surperformer. En fait, je trouve que on, peut-être qu'on ne les met pas assez en valeur, mais c'est un peu des travailleuses de l'ombre. J'ai envie de dire, elles sont pas toujours. Ça arrive de plus en plus, mais j'ai totalement confiance en fait, effectivement, à cette féminisation de profession, et je pense qu'elles ont vraiment tous les outils entre leurs mains pour pouvoir rayonner. Vraiment, c'est le terme, rayonner à l'international avec, je pense que ce qui est né en nous, l'intuition, la compréhension du monde. Je ne suis pas en train de faire une comparaison entre les hommes et les femmes, mais puisque j'en suis une et que j'ai eu cette expérience-là, je parle en connaissance de cause. Et voilà, je souhaite bonne chance effectivement à toutes ces femmes-là qui se lancent à l'international, puisque c'est une aventure qui reste extraordinaire et que finalement je poursuis. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire à vivre. Voilà. Et puis je vous remercie, Peggy, pour le temps que vous m'avez accordé. Eh ben, c'est moi qui vous remercie surtout d'avoir partagé tout ce parcours, vos nouvelles aventures, et puis nous livrer aussi ce parcours de femme et de maman. Merci beaucoup et plein de bonnes choses dans votre nouvelle entreprise, alors Nabila. Merci, Peggy. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous a permis de découvrir de nouvelles perspectives pour votre entreprise. Je remercie mon invité pour son témoignage et ses précieux conseils. Suivez nos prochains épisodes pour découvrir d'autres témoignages inspirants de dirigeants et gérants d'entreprises tournés vers l'international. À très vite!